Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ce webinaire ce webinaire sur le CSS. Nous allons continuer avec ce que nous faisions hier. Alors, hier déjà, nous avons vu la mise en forme des textes. Alors, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la mise en forme des textes. Bonsoir, madame. Bonsoir, comment ça va, Silla, tu vas bien? Oui, ça va être à votre santé. Oui, ça va mieux, alhamdoulilah. Dieu merci. Ça va mieux. Merci bien. Alors, comme je l'ai dit, déjà, nous avons commencé à voir la mise en forme des textes et je pense que vous avez vraiment compris beaucoup de choses, même comme pourquoi il y a certaines valeurs, les pourcentages, la différence entre les pourcentages, le PX et le EM. Cette partie-là, elle est très, très importante parce qu'à chaque fois, on a l'habitude de les utiliser. On va dire en gros, pour la plupart, on les utilise juste au pif comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre du font size, ainsi de suite, ou bien même du width, du high et tout ça. Bon, je vais tester avec le pourcentage. Si ça donne, c'est bon. Si ça ne donne pas, je change avec le EM, ainsi de suite. Mieux faut vraiment arrêter cela. Il faut comprendre pourquoi vous utilisez le PX, pourquoi vous utilisez le EM et pourquoi également vous utilisez le pourcentage. Alors, nous allons continuer, hein, bien sûr. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de venir toujours au niveau de votre VS Code. J'espère que tout le monde voit mon VS Code, mon éditeur. Donc, venez au niveau de Oui, votre éditeur. Nous sommes toujours au niveau de mise en forme de texte. On n'a pas encore terminé cela. On va continuer un peu avec ça. Alors, maintenant, il y a une propriété que nous allons voir, qu'on utilise très souvent, hein. Ça, c'est le fait de gérer les lignes, au fait. On l'utilise également très souvent. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de créer un nouveau fichier dans le dossier mise en forme de texte. On va mettre ici interligne. Interligne. On va juste mettre comme ça interligne.html. Au niveau de interligne.html, on va essayer de travailler sur les différentes lignes de notre texte. Donc, interligne.css. Voilà. Donc, on a interligne.html, interligne.css. C'est pratiquement toujours la même chose. Alors, vous pouvez remarquer que tout au long des TP, des exemples que je suis en train de faire, je préfère utiliser des choses assez simples, au fait. Voilà, des choses vraiment assez simples, ainsi de suite. Mais il faut savoir que au fur et à mesure que vous allez avancer, vous-même, vous pouvez tester d'autres choses, ainsi de suite. D'accord? Bien, donc maintenant, on va mettre le link. Et là, ce serait interligne. Voilà, interligne.css. Très bien. Donc là, je vais mettre ici taille des interlignes. Voilà. Alors, ici, on va essayer de créer quelque chose comme le H1, par exemple. Donc, ceci est mon titre. Alors, on va mettre des paragraphes. Donc, on va mettre ici ceci est mon premier paragraphe. On va mettre ici encore paragraphe. Ceci est mon second paragraphe. Ceci est mon troisième paragraphe.
Et on va essayer d'ajouter un autre paragraphe, c'est si, et mon quatrième paragraphe. Voilà, donc maintenant, on va essayer d'ajouter des classes. Classe, on va mettre ici P1. Classe, on va mettre là P2. Classe, on va mettre ici P3. Attendez 2 secondes, je vais accepter ici la demande. Bien. Et ici, classe, je vais ajouter P4. Et voilà. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir ça with Live Server. Voilà. Et voilà. Donc, voici mes paragraphes qui sont là. Alors, nous allons essayer d'utiliser ce qu'on appelle la propriété line height. Donc, la propriété headline va faire quoi? Va permettre tout simplement de définir la hauteur de chaque ligne d'un texte au fait. Et également de donner l'espace entre les lignes. Ok? Par exemple, le fait de donner les espaces entre ces lignes-là. Pour que vous puissiez mieux comprendre, on revient ici un peu au niveau de notre CSS. On va utiliser du body comme toujours. Au niveau du body, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, moi, je ne fais que le background color. C'est fait exprès un peu. C'est juste que je veux insérer cela pour ne pas qu'on l'oublie seulement, c'est tout. Sinon, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle les margins et les padding. Mais bon, comme on n'a pas encore vu les margins et les padding, je ne veux pas vous embrouiller d'abord avec ça. OK. Donc maintenant, on va appeler d'abord le premier, le P1. Le P1 qui est là. OK? Donc, comment on appelle le P1? On appelle le P1 par le point. Et à ce niveau-là, on va utiliser le line high. Je vous ai dit le line high. Comme vous voyez, on a ici le line style, on a le line high, le line break, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est le line high. High, ça veut dire hauteur. Donc là, par exemple, je vais donner 2 EM, par exemple. Vous avez vu que ça a bougé un peu, non? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, essayez chez vous et vous allez voir que ça va bouger chez vous, en fait. Alors, le line high, l'objectif du line high, c'est pourquoi? Comme on l'a dit, ça permettra tout simplement de donner de la hauteur au niveau de votre line, en fait. Oui, quelqu'un veut parler? Oui, madame, j'ai un souci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon fond n'affiche pas en blanc. Après avoir lancé le village server, ça donne plutôt l'ancien travail de la dernière fois. Ah, attendez un peu, je vous bataille mon écran. On voit un peu ce qui se passe. L'ancien travail comment? Est-ce que tu as créé un nouveau fichier? Pardon, madame. Est-ce que tu as créé J'ai créé un nouveau fichier. Okay. Oui, madame, j'ai créé un nouveau fichier. Attendez, je vous partage l'écran. D'accord. Là, l'écran qui vient. Ok, me voici. J'ai créé interligne .html et interligne.css. Oui. Ça ici, voici les deux fichiers que j'ai créés. Voici le CSS. Je n'ai encore rien mis à l'intérieur. Oui, oui. Voici le HTML. Maintenant, quand je fais le HTML, autant pour moi. Maintenant, Open Village Server. Quand j'ouvre là, oui, ça a adopté l'ancien style. Oui, c'est normal. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'au niveau du CSS, regarde le style que tu as mis, le fichier que tu as mis au niveau du style, du href. Attendez voir. Oui, là-bas. J'ai mis plutôt. C'est pour cela que ça prend directement le style de ce que tu lui as donné. Comme ils sont dans le même dossier là. Il est venu prendre plutôt index.html. Il est venu prendre plutôt ça. Voilà, c'est ça. Comme ils sont dans le même dossier. Oui, bien sûr. Tu dois juste changer le nom. Hein. Il faut savoir que quand tu as le CSS, tu as le fichier CSS,
Le fichier CSS, tu définis là-bas les couleurs, ainsi de suite. Donc, lorsque tu vas l'appeler dans un HTML, il va donner tout simplement son style au niveau du HTML dont tu lui as appelé. Ouais, maintenant, c'est bon. C'est bon, non? C'est ça, au fait. C'est bon, madame. Mais, ça m'a aussi permis de voir des choses. Hein. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Ben, j'étais perdu là. C'est bon? C'est bon, madame, c'est bon, merci. J'ai à bien. changer. J'ai à arrêter le partage. Ok, c'est bon. Ok. Voilà, donc allez-y s'il vous plaît, utilisez le line high. Le line high, ça permettra tout simplement de donner de la hauteur au fait. Ça permettra tout simplement de donner de la hauteur. Alors, il faut savoir que la manière dont on a utilisé que ce soit les pixels, au niveau du font size, pixel, EM et puis pourcentage, c'est la même chose ici aussi. Hein. Vous avez vu que quand j'ai mis juste 2 pixels, directement, ça a changé un peu la position, non? Attendez, je vais mettre 2 EM. Je pense que la dernière fois, j'ai vraiment bien expliqué le EM et tout ça. Vous voyez que ça a changé directement. Bien. Alors, donc, on va prendre le deuxième P, qui serait le P2. Au niveau du P2, par exemple, le line high, je vais lui donner, par exemple, 300%. On a parlé également un peu de pourcentage. Donc, vous voyez que là, ça a encore doublé encore, le P2. Le P2, c'est encore descendu. Alors, maintenant, je vais prendre le P3 et puis le P4 ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons vu les différents types de sélecteurs. On a parlé de sélecteurs de groupe. Ici, moi, je vais plutôt utiliser les sélecteurs de groupe parce que je veux donner le même style au niveau du P3 et le P4. Oui, P4. Oui. Voilà, donc ce serait le sélecteur de groupe. Et là, le line high, je vais mettre ça par exemple à 1 et 1. Et voilà. Donc, vous pouvez remarquer le P3 et le P3. Voici le P3, voici le P4. Et on a mis ça au 1 et M. Ça veut dire tout simplement qu'on veut que ça reste normal. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Voilà. Donc, si par exemple, je mets les deux à 3 EM, regardez ce qui va se passer. Ça va donner encore plus d'espace au fait. Voilà. Donc, en gros, c'est ça le line height. C'est le fait tout simplement de donner de la hauteur, de définir la hauteur pour chaque ligne du texte, au fait. Ce n'est que ça. Alors, comme je l'ai dit, le line height, souvent, on les utilise aussi. Hein. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour le line height. Alors, on a également ce qu'on appelle le letter spacing. Le letter spacing, ça veut dire quoi? Par exemple, vous pouvez remarquer que ici, un mot est composé de lettres. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Le fait qu'un mot soit composé de lettres, par défaut, notre navigateur nous donne des espaces au fait. Quand je dis ça nous donne des espaces, les noms, par exemple, lorsque nous avons un mot, n'est-ce pas, les lettres du mot d'un mot sont collées. C'est collé, mais ça donne au moins un peu d'espace, comme ce que vous voyez ici. Par exemple, ceci c'est un mot. C est une lettre. E est une lettre. C est une lettre. I est une lettre. Et là, il faut savoir que même si c'est un mot les lettres sont collées, mais ça donne un peu d'espace quand même. Donc, au fait, le letter spacing, c'est tout simplement le fait de définir l'espace entre les différents caractères de notre police, c'est-à-dire entre les différentes lettres de notre police. Alors là, vous avez le choix de donner le letter spacing comme vous voulez. Par exemple, moi, j'ai le P1 qui est là. Voici le P1. Ceci est mon premier paragraphe. Ce que je vais faire pour que ça soit un peu simple, je vais essayer d'augmenter un peu le font size. Le font size, je vais le mettre à 20 pixels
pour que ça soit un peu grand. Et le font family, alors je pense que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Au fait, je suis tout simplement en train d'utiliser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle le letter spacing. Voilà, dès lors que vous commencez à écrire directement, ça vient avec ça vient directement avec les suggestions et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, on a le letter spacing. Au niveau du letter spacing également, c'est la même chose, c'est-à-dire les pourcentages, ainsi de suite qu'on peut donner. Par exemple, moi, je vais donner 0,5. Alors, il faut savoir que le letter spacing va utiliser des chiffres de moins l'infini à plus l'infini. Quand je dis de moins l'infini à plus l'infini, ça peut prendre également des valeurs négatives. Voilà, donc je vais utiliser le EM. Donc là, et vous voyez que ici, ce qui s'est passé, voilà, et testez ça et puis dites-moi ce qui s'est passé chez vous. Donc on vient de donner, de mettre de l'espace entre les lettres, en fait. C'est ça le letter spacing. On a ceci est mon premier paragraphe. Il y a de l'espace entre chaque lettre, en fait. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame. Oui. J'ai rencontré souvent un souci. J'ai rencontré souvent un souci sur mon clavier, mais je supporte toujours de partager ça. Attendez, je vous partage un peu ça maintenant. Un souci? Ça, je n'arrive pas à régler ça. Ok. Oui, madame, un souci. Quand je saisis là, je n'arrive pas. Je vais vous montrer ça. Ok. J'ai toujours supporté que je ne partagerai pas, mais cette fois-ci, ça m'étouffe. Ok. La situation là. Ok. Ok. Ok, c'est ça ici en fait. Donc ici, voici, je voulais faire entrer après avoir fait le font size avec un pixel, je voulais maintenant faire le font family. Souvent, quand je mets font comme ça n'affiche pas la liste comme ça affiche souvent. Ça me met seulement comme ça. Oui, maintenant, comment faire pour. Parce que là, ça m'oblige à saisir un par un. Regardez, ça m'oblige à saisir un par un family. Mets entrée. Mets entrée. Si je veux, comme ça, il met entrée. Non, voilà, commence à écrire. Mets family. Non. Voilà. Par exemple, mets font. Oui, commence à écrire, oui. Tirer, family. Voilà, mets entrée. Comme ça. Mets entrée. Ça ne prend pas. Ah, ça ne prend pas. Mets entrée, ça prend la ligne. Ce que tu fais, mets contrôle espace. Efface ce que tu es en train de faire. Commence à mettre contrôle espace. Voilà. Oh non, c'est bon. Il ne faut pas tout effacer. Mets font. Contrôle espace. Mets contrôle espace. Contrôle espace. Ah, il y a nos suggestions. Continue à écrire. Mets family. Voilà, mets contrôle espace. Toujours. Ah bon, ça, je sais pas. Non, c'est bon. Je sais pas. Il y a nos suggestions. Il refuse les suggestions, hein. Bon, pour le moment, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas continuer à écrire. Oui, parce qu'il m'oblige à passer dans la saisie, tout ça. Vous faites cette table aussi, si ça marche. La tablation, si ça commence à montrer, tu cliques sur table. Oh, il a raison. Oh, merci beaucoup. En tableau, c'est venu. Vraiment, merci beaucoup. En tableau, ça prend. Ok, merci bien, merci beaucoup. Ok. Ouais. Ok, donc on va continuer ça rapidement. Voilà, donc je disais qu'on a utilisé par exemple le letter spacing, on a utilisé le 0.5. Maintenant, on va par exemple le 0.5, mais sachez que vous pouvez avoir par exemple 0.3 par exemple, EM. Vous voyez que ça réduit un peu les espaces. Si vous mettez encore par exemple un EM, ça va mettre encore plus d'espace, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les différentes valeurs que nous avons ici. On a les pixels et tout ça. Bon, pour la plupart de notre cas, nous, on va plutôt utiliser les pixels, les EM surtout. Mais vous pouvez également remarquer que souvent, il y en a qui vont utiliser
VW et tout ça. Tout ça là, ça fait référence également à ce que nous avons vu au fait. OK? Voilà. Donc, par exemple, quand je mets le 2 et M, vous voyez que ça donne encore plus d'espace encore entre les différentes lettres. Voilà. OK. J'espère que là, tout le monde a compris les letter spacing. Voilà. J'espère que là, tout le monde a compris les letter spacing. Voilà. Donc là, on va faire ce qu'on appelle également les moins. Comme je vous l'ai dit, c'est possible d'utiliser les moins également. Par exemple, je mets -1 EM. Et lorsque je mets -1 EM, vous voyez que ça resserre encore plus ça resserre encore plus que la dernière fois. Et par exemple, quand je vais mettre ici, ça c'était -0.1 EM. Quand je mets par exemple -0.5 EM, vous voyez que ce que ça me donne, en gros, les écritures vont s'entasser au fait. Donc, par exemple, je peux mettre -0.2 EM. Vous voyez que là, les écritures sont en train de se chevaucher. Donc, j'espère que là, vous avez vraiment compris. Donc, comme je l'ai dit, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs positives, ça permet de faire pousser les écritures vers la droite. Et les valeurs négatives, ça fait pousser les écritures vers la gauche. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand ça pousse vers la gauche, vous allez voir que les écritures vont s'entasser les unes sur les autres. Et quand je vais enlever le moins et que je vais utiliser la valeur positive, ça va pousser vers la droite. En gros, ça va donner de l'espace. L'autre va enlever de l'espace, l'autre va donner de l'espace. Donc, en gros, ça, c'était... Et là, je peux utiliser également le text align, comme ce qu'on a vu hier. Text align, et là, on va lui dire soit en center. Donc, vous allez voir que là, ça va centrer. Et voilà. Alors, maintenant, nous avons après ce qu'on appelle le word spacing. Le word spacing, word, ça veut dire mot. Spacing, ça veut dire espace, comme on l'a vu. Les letter spacing, c'est les espaces entre les lettres. Alors que le word spacing, c'est les espaces entre les mots. Par exemple, on va venir travailler sur le deuxième paragraphe ici. On va essayer de rendre ça comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre copier. Et là, je vais venir coller ici. Bien. Donc, là, voilà. OK. Donc là, ici, je vais essayer d'espacer les mots. Donc, on va utiliser la commande word spacing. Vous voyez, non? Word spacing. Et là, également, c'est la même chose. Hein. Je peux donner, par exemple, 0.5 EM ou bien 0.5 pixels. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que ici, ça a donné encore plus d'espace au niveau entre les mots cette fois-ci. Par exemple, lorsque je mets ici un EM, ça va donner encore plus d'espace aussi. Voilà. Alors, souvent ici, on en a vraiment besoin, surtout lorsque nous voulons créer nos menus. Tout ça, là, l'objectif, c'est de pouvoir créer les menus. Hein. J'ai même fait un tuto complet sur la création de menus et de sous-menus. Ça, une fois qu'on aura terminé le CSS, je vais vous envoyer, sur les anciennes vidéos que j'ai faites, les TP au complet. Comme maintenant, normalement, vous êtes censé vraiment comprendre un peu comment ça se passe. Lorsque vous allez regarder les tutos, ça sera encore plus facile parce que vous savez déjà qui fait quoi. Voilà. Donc, j'espère que là, c'est compris. Et là, par exemple, je peux décider d'utiliser moins 0, point, moins 0.3 EM. Voilà, quand je dis moins 0.3 EM, vous voyez que ici, ça va vraiment les coller. Par exemple, ceci est mon second paragraphe, ça les a collés, ainsi de suite. En gros, comprenez que c'est comme les lettres.
les word spacing et les letter spacing, c'est vraiment la même chose. C'est de la même manière qu'on fait au fait. Juste la différence, c'est que les letter spacing prennent les lettres, alors que les word spacing prennent les mots. Ce n'est que ça. Bien. Alors, j'espère que là, jusque-là, personne n'a de problème ici. Vous avez bien compris. Alors, on va essayer de voir une partie également qu'on a l'habitude, bien sûr, d'utiliser, mais que je juge nécessaire au moins qu'on puisse faire ça ensemble. C'est quoi? C'est la couleur du texte. On a ce qu'on appelle le color. Alors, il faut savoir que à ne pas confondre le background color et le color. La propriété color permet de colorer le texte. La propriété background color permet de colorer le fond. J'espère que là, c'est compris maintenant. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, moi, je vais donner une couleur ici à mon texte. Par exemple, je vais colorer le H1. Je vais mettre ici couleur. Alors, il faut savoir que la colorométrie est vraiment, on va dire, un peu plus délicat que ce qu'il n'y paraît. Quand on dit un peu plus délicat qu'il n'y paraît, c'est qu'avant, CSS n'avait pas beaucoup trop de couleurs. Voici par exemple les couleurs basiques que nous avons. Voici les noms des couleurs. Tout est en anglais, les noms des couleurs, et nous avons les codes couleurs ici. Vous pouvez remarquer les codes couleurs. Ça, c'est en hexadécimal. Dièse suivi des codes, des alphanumériques qui sont comme ça ici. Mais on a également ce qu'on appelle le RGB et le RGBA. Le RGB, lui, c'est red, green, blue. Le RGBA également, c'est le red, green, blue, mais il y a une dernière truc aussi qui est dedans. Alors maintenant, on ne va pas essayer de mémoriser les couleurs. Mais vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas toutes les couleurs qui sont là. On n'en a vraiment pas assez qui sont là. Alors qu'il y a vraiment beaucoup vraiment de couleurs que vous-même, vous pouvez même choisir comme vous voulez. C'est pour cela que je vais vous donner une petite astuce. Vous allez tout simplement sur votre navigateur. Moi, je vais sur Google. Et là, je vais mettre par exemple code couleur HTML. Une fois que vous mettez code couleur HTML, ça va vous amener beaucoup de sites. Mais moi, personnellement, c'est ce site-là que j'ai l'habitude d'utiliser. Soit ce site ou bien même ce site-là, qui est également intéressant. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les couleurs et vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Par exemple, prenant soit le nom de la couleur qui est là ou bien vous prenez juste la code couleur qui est là. Mais comme je l'ai dit, moi, je préfère vraiment l'autre, voilà, celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, celui-là, il est très joli comme site. C'est un site qui est vraiment très joli. Et ça va vous permettre également de faire même des conversions de couleurs. Par exemple, on a ici hexadécimal, les couleurs hexadécimales à RGB. Donc, lorsque je clique là-dessus, voilà, directement, ça va me permettre de faire la conversion. Là, moi, par exemple, je peux choisir cette couleur. Si je décide d'utiliser cette couleur, soit je prends ça en hexadécimal, ou bien je le prends à RGB, ou bien je le prends à HSL également. Voilà. Voilà. OK. Alors, comme je l'ai dit ici, vraiment, il existe pas mal de couleurs que vous pouvez choisir. C'est même possible pour vous de choisir les couleurs que vous voulez, c'est-à-dire de faire vos propres mélanges, ce qui va vous permettre d'avoir, par exemple, une couleur genre unique. Voilà, pas les couleurs basiques. Parce que sachez que pour ceux qui s'y connaissent un peu en colorométrie, toutes les couleurs ont des nuances. Quand tu prends par exemple la couleur rouge,
La couleur rouge a beaucoup de nuances de rouge, en fait. La couleur bleue, ainsi de suite, ont beaucoup de nuances aussi de couleurs. Donc, vous voyez, lorsque on vient ici, moi, je peux décider de prendre, par exemple, cette couleur. Dès lors que je clique ici, par exemple, ici, directement, on a l'hexadécimal qui est généré, on a le RGB qui est généré, on a même le HCL, HSL qui est généré aussi, même ici, c'est toujours comme ça. Donc, je pense que là, c'est vraiment assez simple de choisir les couleurs que vous voulez. OK? Voilà. Donc, j'espère que là, vous avez compris. Et à chaque fois, je vous conseille vraiment de venir sur les différents sites. Hein. Il y a ce site-là, il y a d'autres sites, bien sûr, que vous pouvez venir utiliser. Donc, c'est possible aussi d'avoir des codes couleurs, par exemple, de Minecraft. Pour ceux qui ont l'habitude de voir les jeux vidéo Minecraft et tout ça, voici le code couleur de Minecraft. Donc, vous pouvez vous inspirer des codes couleurs de Minecraft pour, par exemple, designer vos sites, ainsi de suite. Ça vous donne en gros des idées pour cela. Donc, ici. Alors, c'est possible également que vous utilisez les sélecteurs, c'est-à-dire que vous sélectionnez et que vous puissiez vous-même créer vos propres teintes de couleurs et également les utiliser. OK? Bien, donc je vais vous montrer par exemple comment j'ai l'habitude d'utiliser. Si par exemple, moi je veux cette couleur-là, supposons que je veux cette couleur, je vais sélectionner la couleur et je vais tout simplement copier ici. Je viens au niveau de mon code et là, par exemple, je peux venir ici, coller. Par exemple, ça c'est mon titre. Mon titre, j'ai choisi directement la couleur tomato comme ça. Et là, pour cette fois-ci, je vais prendre couleur. Je mets CTRL V et vous voyez directement que ça a pris. Alors, lorsque par exemple, vous choisissez la couleur que vous voulez, vous pouvez remarquer que la couleur, elle vient ici. Vous pouvez, lorsque vous mettez votre curseur là-dessus, directement, ça vous amène la palette de choix de couleurs. Et là, vous pouvez choisir la couleur encore que vous voulez. Soit vous pouvez faire en sorte que ça soit plus foncé, plus clair, etc., également. Voilà. Par exemple, c'est possible ici de choisir la couleur que vous voulez. Vous voyez, non? Voilà. Dès lors que vous choisissez, vous enregistrez et directement, ça va prendre ici. Donc, j'espère que là aussi, c'est bon. Par exemple, lorsque je prends le tomato là, je clique là-dessus, ça va tout simplement m'amener les différentes nuances de ce tomato. Donc, soit je prends le RGB, je peux sélectionner directement le RGB, ou bien, voilà, donc vous voyez le HCL, ou bien je prends ce que je veux. Voilà. Donc là, j'espère que là, jusqu'à présent, vous avez bien compris. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie color. Ça, c'était vraiment la partie color que vous pouvez avoir. Alors, on a également ce qu'on appelle opacity. Opacity, opaque, transparent. Je vais vous montrer que permet de faire opacity. Par exemple, opacity, je mets 0, par exemple 0.1. Regardez ce qui s'est passé. Opacity, c'est le fait de rendre un élément plus visible ou pas. Par exemple, la transparence, gérer la transparence ou l'opacité. Par exemple, dès lors que j'ai mis opacity 0.1, vous voyez que ça a pratiquement disparu. Si par exemple, je mets 0.2, ça sera un peu plus visible. Lorsque je vais mettre ici, par exemple, 0.5, encore un peu plus visible, ainsi de suite. Mais si, par exemple, je mets l'opacité à 0, ça a disparu. Alors que c'est là, hein, c'est là, mais ça a disparu parce que j'ai mis l'opacité à 0. Donc, opacité 0.2, voilà. Il est là, mais il n'est pas assez visible, au fait. Il est un peu transparent.
Donc ça, je tenais également à vous le donner parce que vous pouvez en avoir besoin. Donc j'espère que ici, tout le monde a compris à peu près. Tout le monde a compris à peu près tout ce que nous venons de faire. Alors, je pense que pour le moment, la mise en forme du texte, on peut s'arrêter là. On a vu vraiment beaucoup de choses ici. Et j'espère vraiment que vous avez bien compris tout ce que nous avons fait. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle les boîtes. Alors, il faut savoir que l'utilisation des boîtes, c'est vraiment très, très important au niveau du HTML, CSS. Quand je dis l'utilisation des boîtes, ça veut dire quoi? C'est le fait de pouvoir créer, par exemple, de pouvoir utiliser les margins, les paddings, en gros les marges, les hauteurs, les largeurs, etc. etc. C'est ça l'utilisation des boîtes. Donc, et également le fait de pouvoir créer des bordures et tout. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Donc là, on va créer un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier. Voilà, donc je crée un nouveau dossier et là, je vais mettre ici le modèle des boîtes. Modèle des boîtes. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, on va dire que les pages même sont basées sur l'utilisation des boîtes, au fait. Par exemple, quand moi, je prends cette page-là, quand moi, je prends cette page, je peux représenter cette page sous forme de boîte, au fait. Par exemple, moi, je peux décider de créer un bordure. Donc, ça va venir créer le contenant. C'est même pour cela que, par exemple, on utilise les divs, quand on dit on utilise les divs, les spans, ainsi de suite. C'est un peu dans l'optique d'avoir une petite boîte qui va essayer de contenir tout ce dont on a besoin pour que ça ne soit pas anarchiquement déposé au fait, au niveau de nos pages et de nos données. Donc là, ici, à l'intérieur, on va créer un premier fichier HTML et on peut l'appeler par exemple with high. Madame, Oui, les boîtes, c'est comme du packaging, quoi. oui, c'est ça, c'est comme des packaging où tu vas mettre tes données dedans à l'intérieur et les données là vont être épousées par la boîte. C'est-à-dire lorsque tu vas mettre tes données dans la boîte, les données vont se conformer par rapport à la boîte au fait. Donc cette boîte-là, il faut lui donner une taille, une forme, ainsi de suite. Vous pouvez remarquer que souvent, on peut utiliser par exemple des boîtes rectangles, triangles, ainsi de suite. On donne les formes au fait. Et on donne également les tailles, les hauteurs, les largeurs, etc. etc. D'accord? Bien. Donc maintenant, on va créer un premier fichier à l'intérieur qu'on va appeler par exemple 8. On va appeler ici 8 high.html. Et on va créer un nouveau. Ce serait du 8 high.css. Alors, on va d'abord commencer par le premier, qui est le HTML. Je vais agrandir. Et là, on va par exemple appeler le modèle de boîte.
Et là, on va essayer de mettre un peu du HTML. Donc, H1. Donc, ceci est mon premier titre. Alors, on va essayer de créer des paragraphes ainsi que des spans, bien sûr. OK? Donc, on a le premier paragraphe. On va juste essayer de copier-coller et on va modifier un peu. Donc, ce serait la classe P1. La classe P2. Donc, ceci est mon second paragraphe. Et on a ici span. Donc, je vais mettre ici, voici mon premier span. Et là, par exemple, on va mettre ici, voici mon second span. S1. Et là, je vais avoir une autre classe, S2. Voilà. Donc, on va essayer d'enregistrer cela et de le lire en tant que... Voilà. Alors, vous pouvez remarquer que les paragraphes vont directement à la ligne, alors que les spans ne vont pas forcément à la ligne. Elles sont sur la même ligne. Si vous voulez les mettre à des lignes séparées, vous utilisez le BR. Mais pour le moment, n'utilisez pas le BR. Je vais tout simplement vous montrer un peu comment on utilise les high et les width au fait. Voilà. Donc, vous-même, vous allez voir la différence et puis ce que ça donne, ainsi de suite. Bien. Donc, maintenant, on va retourner ici au niveau du CSS. On a le body. On va utiliser bien sûr le background color. Je vais prendre une couleur azur. Voilà. Alors, on a un P1. On va d'abord travailler sur le P1. En gros, on va travailler sur tous les éléments. On va d'abord commencer par le P1. OK. Donc, qu'est-ce que nous allons faire au niveau du P1? On va essayer de donner un peu de style au niveau de notre P1. En gros, je vais donner d'abord le background color. Le background color du P1, je vais donner la couleur, cette couleur. Voilà. Bien. Alors, je vais vous demander d'être très, très attentive à ce niveau-là. Donc, allez-y, regardez également chez vous, mais bon, vous pouvez regarder chez moi. Dès lors que j'ai créé le P1 ici et que je lui ai donné le background color, vous pouvez remarquer que le P1 a pris, on va dire en gros, l'intégralité de la page, de la page ici, comme ça, verticalement. Ça a pris l'intégralité du bout en bout, n'est-ce pas? Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le 8. Alors, il faut savoir que le 8, ça veut dire largeur. Le 8 prend également les pixels. Le 8 prend le EM. Le 8 prend le pourcentage. Et c'est la même chose, c'est les mêmes comportements que le font size au fait. Voilà, si vous avez bien compris ce que l'explication que j'ai donnée au niveau du font size, c'est la même chose ici. Donc là, on va utiliser le 8. Par exemple, au niveau du 8, je vais donner 400 pixels. Quand j'ai donné 400 pixels, j'ai mis entre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez remarqué que ça a diminué, non? 400 pixels, ça a vraiment diminué. De base, ça a pris l'intégralité de la page.
Alors maintenant, ça a pris, ça a un peu diminué. Ça a un peu beaucoup même diminué. Par exemple, je vais le mettre à 700 pixels. Lorsque je l'ai mis à 700 pixels, regardez ce qui s'est passé. Voilà, ça a un peu augmenté. Je vais le mettre par exemple à 1000 pixels. Lorsque je l'ai mis à 1000 pixels, regardez, ça a encore un peu plus augmenté. Donc ici, si je le mets par exemple à 300 pixels, regardez, voilà, ça a encore diminué. Donc ça, c'est la largeur. En gros, vous devrez savoir c'est quoi le 8. Le 8, c'est ça. C'est ça. C'est la largeur. C'est ça le 8. J'espère que tout le monde a compris maintenant le 8. Maintenant, on va essayer d'utiliser le high. Le high, c'est la hauteur. Alors, le high, je vais le mettre par exemple à 100 pixels. Et vous avez remarqué directement c'est quoi le high, c'est la hauteur. Donc, en gros, c'est comme si j'ai créé une boîte. C'est vrai que ici, je viens de créer la boîte, mais la boîte n'a pas, par exemple, de bordure avec le border, ainsi de suite. Ça, on va le faire ensemble après. On n'a pas tracé quelque chose, mais je viens de créer une boîte. C'est pour cela qu'on a les modèles de boîte. Donc, ça, c'est pour le premier. Donc, je peux, par exemple, mettre ça toujours à 400 pixels. Voilà. Alors, maintenant, on a, par exemple, le P2. Bon, au niveau du P2, je vais juste travailler sur le background colorant, OK? Si vous voulez, après, s'il vous plaît, allez-y, continuez. Ça va vous permettre de revenir un peu. Voilà, de revenir un peu sur tout ça pour mieux comprendre. Alors, la couleur du background, je vais changer un peu, color. Je vais le mettre en white. Et font family, je vais le mettre à Franklin. Font size, je vais le mettre à 20 pixels. Et voilà. Bon, ça, c'était juste pour un peu rendre ça joli, comme je ne vais pas toucher au 8. Maintenant, on va essayer de travailler avec le span. Le premier span, c'est S1. Au niveau du premier span, je vais tout simplement copier cette partie et puis je vais coller. Et je vais juste changer le background color. Et vous allez voir la différence entre le span et puis le non-span. Alors, regardez ce qui s'est passé. Vous pouvez remarquer que le span ne prend pas en considération le width et le high. Vous avez vu, non? On a utilisé le width, on a utilisé le high. Il n'a pas pris en considération. Je pense qu'au niveau des spans, quand on faisait les spans et les divs, on a bien expliqué qu'est-ce que le span permet de faire. Le span, lui, il va tout simplement épouser votre écriture. C'est-à-dire qu'il ne va pas ajouter un peu d'espace ou bien retirer un peu d'espace. Non. Là où ça commence, le span commence là-bas. Là où ça s'arrête, le span s'arrête. La hauteur, la largeur, ça prend en considération seulement les informations qui sont dedans. C'est tout. Voilà. Donc, si vous voulez créer, par exemple, une boîte où vous voulez que le width et le high puissent mettre leur comportement comme ce qu'on a ici en haut, n'utilisez pas le span, hein, parce que le span ne va rien vous donner au fait. On va utiliser le S2 et là on va utiliser tout simplement le background color et là je vais mettre un yellow et voilà. Donc voici, c'est la même chose que on utilise le width et le high ou bien qu'on n'utilise pas le width et le high, ça ne change pas. Bien. Ok. Alors, on a un petit problème au niveau des width et les high.
Ça, on appelle ça les problèmes de dépassement. Les width et les high sont créés comme des boîtes, des modèles de boîtes. Donc, lorsque vous utilisez les width et les high, ça permet de créer, par exemple, ici, ça a permis de créer, par exemple, un container, on va dire, et l'élément sera contenu dedans. Mais il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle les problèmes de dépassement. En gros, l'élément va dépasser son parent. Par exemple, ici, l'élément qui est là peut dépasser le box qui est là. Et ça, ce n'est pas beau. Ça, c'est le premier cas de dépassement. Le deuxième cas de dépassement, c'est que le contenu peut dépasser également tous les éléments que vous allez utiliser. Donc, on va voir ces parties-là et puis comment on peut essayer de les gérer. On va essayer de voir, de modifier, non. On va essayer de créer ici. Je vais utiliser cette fois-ci un div. Maintenant, au niveau du div, on va créer une première classe qu'on va appeler le D1. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons créer nos paragraphes. OK. Alors, ici, cette partie-là, on va essayer de changer un peu. Je vais mettre ici P3. Et là, je vais mettre ici P4 pour que ça ne donne pas les mêmes choses. Ça, c'était le premier div. Je vais créer un deuxième div. Et là, je vais l'appeler P5. Et ici, ce serait du P6. Et au niveau de div, on a ici la classe. Et ce serait D2. Et voilà. Donc, vous voyez ici, on a les paragraphes. Donc, ceci est mon troisième paragraphe. Ceci est mon quatrième paragraphe. Cinquième paragraphe. Ceci est mon sixième paragraphe. Voilà. Donc, voici nos paragraphes. Maintenant, on va essayer de mettre un peu du CSS. On va d'abord commencer par le div. Le premier div, c'est le D1. Au niveau du D1, je vais essayer de créer un box et après, je vais créer du bordure. Donc, on a ici, je vais le mettre à 50%. Et le high. Bon, ici, ne vous méprenez pas, ça ne va rien vous montrer directement. Pourquoi? Parce que on n'a pas donné de couleur ni rien du tout. Voilà, sinon ça marche, mais vous avez remarqué que dès lors que j'ai mis high, directement ça a mis high ici. Bien, donc là, je vais essayer de tracer une bordure. Donc, on a ici le border. Et au niveau du border, on va mettre ici un PX solide. Et là, la couleur, on va le mettre à black, par exemple. Et vous voyez que ça a dessiné notre bordure qui est là. Alors, pourquoi ça a dessiné comme ça? Ça a mis à l'intérieur de notre bordure, ça a mis les deux paragraphes. Tout simplement, on vient d'appeler le div, le D1. Donc, le D1, il va encercler ses enfants. Il ne va pas encercler les enfants d'autrui. Ce sont ses enfants seulement que ça va encercler. OK? Bien. Donc, là, je retourne ici. Et après, on peut également designer le D2. Au niveau du design du D2, on va mettre ici D2. Voilà. Donc, cette fois-ci, le 8, au lieu d'utiliser le pourcentage, je vais utiliser la pixelisation. Donc, je vais mettre ici pixel.
Et également, je vais mettre le high. Le high, je vais le mettre à 200 pixels. Et allez, ok. Ok. Et maintenant, je vais dessiner la bordure. Donc, on a ici border. On a ici 1 pixel. Solide. Et là, je vais mettre par exemple green. Ouais, non? Voilà. Alors, maintenant, on va travailler sur, par exemple, le P3. On va essayer de travailler sur le P3. Donc, maintenant, ici, je vais appeler le P3. Je vais donner un background color à P3. Alors, pourquoi je vais donner un background color? C'est pour que vous puissiez voir ce que ça donne, en fait. OK? Voilà. Si je ne donne pas de background color à P3, vous n'allez pas forcément savoir ce que ça va vous donner. Alors, vous pouvez remarquer que de base, dès lors que j'ai donné la couleur, le background color, ça a épousé la taille de notre box. OK? C'est ça l'idéal normalement. OK? Ça, c'est par défaut. Maintenant, je vais donner du width et du height. Par exemple, ici, je donne le width, je vais lui donner à 400 pixels. Vous savez que le 400 pixels est plus grand que 50%. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, le 8, je vais le mettre à 400 pixels. Vous voyez que ça a dépassé, non? Très bien. Ça a dépassé. Mais lorsque vous l'agrandissez, c'est bon. Mais dès lors que vous mettez ça comme ça a dépassé au fait. Ça veut dire tout simplement que cette partie-là, c'est problématique parce que de base, normalement, ça ne doit pas dépasser. C'est ça le problème de dépassement que ça vient. En gros, ici, vous pouvez remarquer que c'est vraiment dynamique, ce n'est pas statique. Voilà. Donc, d'où après ce que nous allons faire, qu'on appelle la responsivité. Ça, Inch'Allah, on va le voir demain. Donc, par exemple, ici, je vais donner le high. Je vais le mettre à, par exemple, 100 pixels. Voilà. Vous voyez que ici, quand c'est grand ici, c'est bon. Mais quand c'est petit ici, c'est pas bon. Voilà. Donc, ça, c'est le premier problème de dépassement. Donc, comment on peut gérer ça? On peut gérer ça logiquement avec la responsivité. Je vais juste vous montrer comment se passent les dépassements, en fait. Alors, maintenant, on peut voir le P4. Au niveau du P4, on va dire en gros, on a les mêmes. On va juste copier cette partie. On va coller. Et on va essayer de changer un peu les choses. Et on va mettre ici à 100%. Et là, on va le mettre à 25%. Et voilà. Donc là, voilà. Alors ici, vous pouvez remarquer que dès lors qu'on utilise ici les pourcentages, là, ça va. Ça va directement ici se focaliser sur le box sizing, en fait. Voilà. Donc, on peut continuer, hein, on peut continuer avec le reste, c'est-à-dire le P5 ainsi que le P6. Alors, on va venir également voir, ça ce serait le P5. Toujours la même chose, CTRL V. Alors, background, on va changer cela.
Et ici, on peut le mettre à 200 pixels par exemple, au lieu de 400. Et là, ce serait 50 pixels. On a le P6. Au niveau du P6, bien sûr, on va également prendre les pourcentages comme ce qu'on a fait dans le premier. Donc, on a ici 50% et on a 25%. Là, je vais changer un peu la couleur. Je vais le mettre à black. Et ici, color, je vais le mettre en white. Et voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, au niveau des high et les white, il faut faire hyper attention parce que ça peut donner, comme vous venez de voir, des problèmes de dépassement. Voilà. Donc, il faut faire attention au niveau de ce problème-là. Et il faut bien définir également les dimensions. C'est à vous de définir, au fait, les dimensions qui vous arrangent. OK? Bien. D'accord. Donc, je pense que là, nous avons fini ce premier-là. Alors, j'aimerais également vous montrer une petite propriété qu'on appelle, attendez, voilà, une petite propriété qu'on appelle le overflow. OK? Par exemple, ici, je peux utiliser le overflow ici. Si je mets, par exemple, overflow, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs types de overflow. Nous, on va juste utiliser un premier overflow. Au niveau de overflow, tu as auto, tu as hidden. Hidden, ça veut dire caché. Tu as scroll. On va prendre scroll ici et on va voir ce qui va se passer. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a mis le overflow, on a scroll. Ici, ça va tout simplement, par exemple, si je mets, c'était du premier, non? On va mettre du lorem 24. On va mettre encore du lorem 25. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je voulais au moins que ça puisse me donner ça, au fait, quoi. C'est-à-dire, en gros, le overflow, c'est le fait de faire en sorte que ça puisse être scrollé. Donc, lorsque vous mettez le overflow et que vous dites que vous voulez que ça soit scroll, bien sûr, ça va scroller comme ça. Voilà. Mais maintenant, pour que ça puisse scroller, il faut que ça dépasse bien sûr le nombre de lignes que ça a pris. Vous avez remarqué qu'avant que je n'ajoute plusieurs fois le lorem, ça va juste montrer l'image. C'est-à-dire, ça m'a montré juste que oui, on est prêt à faire le overflow avec toi, mais ça n'avait pas donné au fait. Voilà. Donc ici, je vais utiliser le overflow pour que ça puisse me permettre de scroller. Par exemple, ici, je peux également utiliser le hidden. Par exemple, ici pour le D1, je peux mettre ici overflow. Je vais utiliser le hidden. Alors, lorsque je mets overflow hidden, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire en sorte que ça ne puisse pas, c'est-à-dire que le D1 là, ça reste figé. Regardez, je vais vous montrer. Par exemple, ici, vous remarquez ce que ça donne comme ça. Et si j'enlève le hidden, vous voyez, non? Je ne sais pas si vous remarquez. C'est-à-dire qu'en gros, le overflow, ça permet de gérer la partie dépassement. Par exemple, ici, quand comment on appelle, voilà. Par exemple, ici, quand il n'y a pas de overflow, vous voyez que là, le premier, le P1,
ça dépasse la boîte. Ça dépasse la boîte. Mais quand je l'augmente, bien sûr, il y a la responsivité qu'on n'a pas gérée, ainsi de suite. Donc, le fait d'agrandir et puis le fait de réduire n'ont pas les mêmes tailles. Pour que ça puisse avoir les mêmes tailles, les mêmes types d'affichage, ainsi de suite, il faut gérer ça. C'est ce qu'on appelle responsivité pour ceux qui ont déjà fait un peu de CSS. Mais je vais mettre ça à ma place ici. Vous voyez que nous avons notre dépassement qui est là. Alors, je vais utiliser le overflow. Le overflow permet de pouvoir gérer la partie dépassement. Par exemple, le overflow, on a hidden. Hidden, ici. Vous avez vu que là, ça a directement géré la partie, dépassement. Maintenant, il ne dépasse plus. Bien. J'espère que... Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Je pense que quelqu'un a levé la main. Ah, ok. Attendez, je vois qu'il y a des questions. Oui, madame. Oui. Oui, je n'ai pas bien compris la notion de responsabilité là. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Au fait, la responsivité, ça veut dire tout simplement que, je te donne juste un exemple. Tu sais que, actuellement, on a les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, ainsi de suite. Même les télévisions actuellement, on les utilise pour regarder nos sites, ainsi de suite. Tu sais très bien que ces plateformes-là n'ont pas les mêmes tailles. Ah, tout à fait. Voilà, ces écrans-là n'ont pas les mêmes tailles. Imagine que nous sommes en train de travailler comme ça, pour la plupart sur ordinateur. Mais vous pouvez, par exemple, suivre la formation avec votre téléphone. Vous pouvez suivre la formation même sur la télévision, ainsi de suite. Et ça va s'afficher différemment. La responsabilité, c'est le fait que la personne utilise n'importe quel type d'écran, n'importe quelle taille d'écran et tout ça, que le site puisse épouser la taille et la forme de l'écran. C'est ça la responsivité. D'accord. Par exemple, lorsque je vais utiliser mon téléphone, que ça puisse bien s'afficher. Je peux utiliser la même chose sur mon ordinateur, ça devrait bien s'afficher également, ainsi de suite. D'accord. Donc, on n'a pas encore vu ça. Non, on n'a pas encore vu ça. Et là, Inch'Allah, on va voir ça normalement demain. Parce que la responsivité est très, très importante au niveau de la création de site. Et c'est le CSS qui fait la responsivité. Voilà. D'accord. Le min high, c'est la hauteur minimum. La hauteur vraiment, vraiment minimum. C'est ça le min high, au fait. OK? Bien. Alors, donc j'espère que ici, on a compris c'est quoi le overflow. Voilà, mais le problème du overflow, c'est que ça coupe un peu. Le fait que ça fasse en sorte d'enlever le dépassement là, ça coupe par exemple le contenu. Par exemple, ici, vous voyez que là, moi, comment on appelle ça? Le scroll. Voilà, j'ai mon, comment on appelle ça? J'ai ma boîte qui est là. J'ai ma boîte qui est là et il y a les données dans ma boîte. Et lorsque je vais mettre hidden, vous allez voir que ça va couper un peu. Voilà, ça va couper un peu ce que j'ai mis au fait. Voilà. Donc, la responsivité, l'objectif, c'est vraiment d'éviter cela. Parce que lorsque vous allez utiliser la responsivité, ça ne coupe pas. Au contraire, ça va épouser tout simplement la taille de l'écran. Alors, maintenant, nous allons commencer à aller un peu plus en profondeur en voyant ce qu'on appelle le margin et le padding. Ça, ce sont les marges. Et c'est hyper important au niveau de l'utilisation des box, on va dire en gros des sites. Parce que les margins et les paddings, c'est vrai que depuis le début, on n'a pas utilisé les margins et les paddings. Bien sûr, c'est compréhensible. Mais maintenant, quand on va voir les margins et les paddings, à partir de là, nous allons obligatoirement tout le temps les utiliser. C'est vraiment la base au fait. Alors, il faut savoir qu'en CSS, on distingue deux types de marges.
Les marges, c'est comme si vous prenez par exemple vos cahiers. Vous avez les marges, non? Voilà. Là où vous ne l'écrivez pas, ainsi de suite. Là où l'écriture se met au beau milieu, ainsi de suite. C'est ça les marges. Alors, en CSS, on a deux types de marges. Nous avons ce qu'on appelle les marges intérieures. Ça, ce sont les paddings. Et nous avons les marges extérieures. Ça, ce sont les margins. Maintenant, on va voir la différence entre les deux. Qui veut dire quoi? Et leur différence. OK? Alors, bon, comme je pense on a déjà nos informations qui sont là. Attendez, je vais juste mettre CTRL-Z un peu. Voilà. Et voilà. Donc ici, je pense que ça, c'est plus simple. Vous voyez que cette fois-ci, le overflow, il a bien fonctionné parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations ici. Bien. Alors, maintenant, on va essayer d'utiliser le margin et le padding. On va d'abord commencer par le padding. Le padding, c'est la marge intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marge intérieure? La marge intérieure se trouve entre le contenu de l'élément et sa bordure. C'est-à-dire entre le contenu de l'élément et sa bordure. En gros, entre le contenu de l'élément, par exemple, ceci est un paragraphe, et la bordure qui est là. Bon, pour que vous puissiez mieux comprendre, il faut savoir que nous avons 4 types de propriétés au niveau du padding. En gros, les extrémités. Vous avez, par exemple, si je prends ici, vous avez ici le top, c'est-à-dire ce qui est en haut, le top, le bottom en bas, le right et le left. En gros, en haut, en bas, gauche, droite. C'est ça, en gros, les 4 points. Les 4 points en haut, en bas, à gauche et à droite. OK? Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, je vais essayer de travailler avec qui? Je vais essayer de prendre cette partie-là. Mais qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais essayer de créer d'abord un P. Et là, je vais mettre border. Un pixel. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir bien comprendre, il faut créer une bordure, au fait. Là. Je vais essayer de voir. Voilà. Alors, je vais de créer une bordure ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Je viens de tout simplement de créer une bordure là. Bon, pas que là, hein, j'ai créé une bordure à tous les paragraphes en fait, que j'ai utilisés. Okay, mais nous, on va plutôt se focaliser. On va plutôt se focaliser sur cette partie-là. Bien. Donc là, je viens de créer le bordure. Et ici, au niveau du P1, on va utiliser le padding. On va ici le padding. Alors, comme je l'ai dit, dès lors que vous allez mettre padding, vous allez remarquer que je reprends pour que vous puissiez comprendre. Alors, on a plusieurs types de padding, mais on va d'abord se focaliser sur les 4 types de padding dont j'ai parlé. On a le padding left, right, top and bottom. Mais on a le padding tout court. Le padding tout court englobe tout cela, en fait. Tout ça. OK? Par exemple, si je mets juste le padding et que je mets ici 20 pixels, ce sont les 4 côtés qui vont prendre 20 pixels. Vous voyez, non? Vous avez remarqué que ça a bougé un peu. Ça a bougé en top, ça a bougé également en bottom en 20 pixels également. Par exemple ici, au niveau du P1, au lieu que je mette ici 20 pixels seulement, P2. Attendez, je vais agrandir également un peu cela pour au moins faciliter la compréhension. Voilà. Voilà, donc en gros, je viens de gérer cette partie-là pour au moins qu'on puisse mieux comprendre. Alors, pour cela, on ne va pas simplement utiliser le padding seul, on va plutôt utiliser les paddings avec ces 4 composants. En gros, on va mettre ici padding, padding top.
Je vais mettre ça à 20 pixels. Padding. Alright. Je vais mettre aussi à 20 pixels. Padding. Left. 20 pixels. Padding. Bottom. 20 pixels. Je pense que vous avez compris que ça a donné la même chose, non? Que le premier. Non? Allô? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Oui, ça va, madame. Très bien. Vous pouvez remarquer que ça donne la même chose. C'est pour cela qu'on dit, vous pouvez tout simplement utiliser juste le padding. C'est tout. Ça, c'est l'abrégé au fait. En fait, la plupart du temps, que ce soit les backgrounds, vous pouvez remarquer j'ai l'habitude d'utiliser de background color. Mais sachez qu'il y a background color, il y a background color, il y a background image, etc., etc. Il y a beaucoup de types de background. Mais pour faciliter la tâche, on peut utiliser juste du background. Et c'est la même chose au niveau des margins et des padding. Il faut comprendre ça. La plupart du temps, vous allez vraiment rarement voir ça. L'utilisation de ça. C'est vraiment rare. On va tout simplement utiliser cela. Sauf si on veut utiliser des chiffres qui sont différents. Par exemple, vous voyez que padding top, right, left, bottom, tout est 20 pixels. Voilà. Donc, c'est pour cela que tout est 20 pixels. Donc, le fait que tout est pareil, c'est pas la peine de tout citer. Venez juste mettre padding et puis mettez 20 pixels. Donc, lui, il va comprendre que tout le monde est 20 pixels et il va mettre tout le monde à 20 pixels. Mais si, par exemple, je veux changer padding right, je peux le mettre à 40 pixels, par exemple. Si je mets padding right à 40 pixels, vous voyez, non? Et après, par exemple, nous avons padding right à 40 pixels et padding left, on peut le mettre, par exemple, à 30 pixels également. Voilà, on peut mettre le padding left à 30 pixels, ainsi de suite. OK? Alors maintenant, comme je l'ai dit, c'est quoi le padding? Le padding, c'est tout simplement le fait que le contenu va changer. Par exemple, je vais enlever ça. Lorsque j'enlève ça, vous voyez que là, ceci est un élément. Il a retrouvé sa place. Mettez-vous juste Allô? peut-être que oui. Madame, c'est Ferdinand, le compte qui est là, c'est Ferdinand. Ok, Ferdinand. On peut également dire aussi que le padding, c'est la marge interne. Oui, c'est ça, c'est la marge interne. Voilà. Oui, c'est ça, La c'est ce marge que j'avais interne. même expliqué. Oui, c'est la marge interne. Ok. Mais mettez-vous une chose en tête. Hein. Lorsque vous utilisez le padding, je veux que vous compreniez un peu l'utilisation du padding. Le fait que c'est la marge interne, ça veut dire que c'est l'élément lui-même qui va bouger. J'espère que vous avez compris. Oui, c'est comme ça. Ceci est mon second paragraphe. Ça, c'est l'élément. Voilà, ça, c'est l'élément. Donc, c'est cet élément-là même qui va bouger. Je vais vous montrer. Par exemple, lorsque je mets ici padding, je vais mettre ici à 30 pixels. Je mets CTRL S. Vous voyez que ceci est mon second paragraphe. C'est lui qui a changé de place. Donc, voilà le padding. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu le margin pour que vous puissiez voir la différence entre les deux, entre le padding et le margin. Alors, le margin, ça, c'est la marge extérieure. La marge extérieure. La marge extérieure, ça va tout simplement vous permettre de définir la taille de l'espace autour d'un élément. Quand on dit la taille de l'espace, je vais vous montrer. Ici, je vais mettre ici, on va d'abord utiliser le premier. On va utiliser ici margin. Bon, la plupart du temps, on utilise le padding et le margin ensemble. Et le padding et le margin vont utiliser les mêmes sous-propriétés. C'est-à-dire margin top, bottom, left, right, etc. C'est la même chose.
Mais nous, on va plutôt utiliser le margin. Et là, je vais prendre ici le margin 20 pixels. Ce que je vais vous conseiller, c'est de regarder très bien la différence que ça va faire. Par exemple, ici, j'ai mis le margin égal à 20 pixels. Attends, je reprends. Très bien. Alors, vous voyez que ici, le margin, ce que nous avons ici au niveau du margin. Attendez, je pousse. Très bien. Voilà. Donc, voici de base. Maintenant, on va utiliser le margin ici. On va utiliser le 20 pixels. Et vous avez remarqué ce que ça a bougé, non? Attendez, je reprends. CTRL S. Vous avez vu, non? Bien. Maintenant, je vais margin. Je mets à 20 pixels. Et je vais voir. C'est le conteneur même que ça bouge. J'espère que là, vous avez compris. En gros, mettez-vous en tête que le padding, ça permet de bouger le contenu, c'est-à-dire ce qui est dedans. Et le margin, ça permet de bouger l'élément même en question, c'est-à-dire le conteneur même en question. Par exemple, ici, je mets margin, et je le mets à 50 pixels. J'enregistre. Vous voyez que ça a bougé, non? Bien. Donc, ce qui est à l'intérieur, c'est pour cela qu'on dit la marge interne. C'est-à-dire que ça va donner de la marge à ce qui est à l'intérieur. Et la marge extérieure qui est le margin, ça va donner de la marge ici à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de notre, on va dire en gros de notre boîte, quoi. Donc j'espère que tout le monde a compris la différence entre le padding et le margin, l'utilité du padding et du margin également. Alors, le padding et le margin, pour la plupart du temps, les deux vont ensemble. OK? Voilà. La plupart même du temps, lorsque on prend le truc, par exemple ici, je vais vous montrer ici, on va utiliser le sélecteur universel et on va mettre ici margin. On va mettre à 0 pixel ou bien 0. Et on va mettre ici le padding. On va le mettre à 0 ou 0 pixel. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait d'abord. Ça veut dire tout simplement que ça permet de bien cadrer. On met le margin à 0, on met le padding également à 0. Donc, j'espère que là, vous avez compris. Le padding, ça, c'est la marge intérieure. Le margin, c'est la marge extérieure. Donc, en gros, lorsque nous prenons notre box qui est là et que nous mettons le padding pour notre box, ça va tout simplement gérer tout ce qui est à l'intérieur de notre box ici. Donc, ça va laisser la marge au niveau des éléments de notre box, ainsi de suite. Mais le margin, ça va gérer maintenant le contour de notre box en question. Donc, c'est ça un peu la différence entre le margin et le padding. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde a compris c'est quoi le margin et le padding, c'est quoi la différence entre le margin et le padding. Bien. Maintenant, on va essayer de travailler sur les bordures. Bon, vous-même, vous avez vu, tout au long de notre formation CSS, on n'a fait que utiliser les bordures, sans pour autant forcément savoir c'est quoi les bordures. Border qui est là. OK, donc c'est ce qu'on va directement voir avant de continuer. Alors, le bordure, ça permettra tout simplement de créer des bordures, hein, voilà, de votre élément. En gros, dessiner des choses, ainsi de suite. C'est ça les bordures. Nous avons trois possibilités de designer les bordures. Nous avons, en gros, trois propriétés qui existent au niveau du bordure. Et je pense que vous-même, vous voyez les trois propriétés qui sont là. Nous avons ici le 1 pixel. Nous avons ici le solide. Nous avons ici la couleur, ici, donc black. Donc là, on va voir les trois là. Le premier, c'est quoi? C'est le border width. Le deuxième, c'est le border style, c'est-à-dire le style de bordure que tu veux. Et le troisième, c'est le border color. OK? Mais vous pouvez remarquer que nous, à chaque fois qu'on fait, on rassemble directement les trois et puis basta, quoi. Oui. Mais ce n'est pas, on va dire en gros, ce n'est pas ce que nous allons faire maintenant. On va essayer de les décortiquer un peu
pour vous permettre de comprendre un peu plus facilement. Donc, je vais agrandir. Bon, au lieu de, je pense, reprendre le tout, je vais tout simplement revenir un peu ici et on va reprendre un peu ces bordures-là. Donc, là, je vais mettre ici en H1. Utilisation des bordures. Utilisation des bordures. Alors, on va utiliser les paragraphes. Je vais mettre ici solide. Vous allez comprendre pourquoi après. OK. Donc, je vais mettre ici P7. Je vais mettre ici double. P8. Alors, on va créer un autre P. Je vais mettre ici reach. P9. Et enfin, je vais mettre ici outset. Et là, ce serait la classe P10. Voilà. OK. Donc, on va essayer de continuer avec ça. Alors, maintenant, vous pouvez remarquer que nous venons de créer nos borders ici. Alors, bon, vous voyez que c'est déjà tracé. C'est normal parce que moi, ici, au niveau, je suis venue mettre P et j'ai tracé la bordure. Voilà, donc là, logiquement, c'est tracé. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever cette partie-là, sinon ça va demeurer tracé et ça ne m'arrange pas pour le moment. Je vais venir moi-même tracer mes bordures. OK. Alors, on va venir ici en bas. On va utiliser toujours le P. Et au lieu de tracer les bordures, je vais tout simplement donner les paddings et les margins, c'est tout, au niveau des P. Donc ici, comme on a vu les paddings et les margins, je vais donner padding 20 pixels. Et je vais donner les margins au niveau des margins, je vais donner le 20 pixels et le 10 pixels. Voilà. En gros, bon, oubliez les autres, oubliez tout ce qui est en haut ici. Concentrez-vous ici en bas. Voilà. OK. Donc maintenant, on va travailler sur le premier paragraphe, c'est-à-dire le P7. Maintenant, au niveau du P7, j'ai mis ici solide. Je pense que je vous ai déjà dit que nous avons trois propriétés des bordures. Donc, ici, je pense que je vais mettre ça en commentaire pour que au moins vous puissiez mieux comprendre. Il existe trois propriétés de bordure. On va dire en gros. Maintenant, on a d'abord le border width. On a le border style, c'est-à-dire le style que vous allez donner à votre border. Donc, c'est pour cela que j'ai mis solide, etc. Ça, ce sont les styles. Par exemple, un trait, tiré, tiré, point, point, etc., etc. On a après le border color. Border color. Border color, c'est la couleur de la bordure. Par exemple, si c'est vert que tu veux, bleu, noir, rouge, etc., etc. Bien. Donc, voici un peu les différents types de bordures. Maintenant, on va un peu retourner ici. On va d'abord commencer par le premier P. On a mis solide.
Étant donné que j'ai mis solide, le style du border, ça serait le solide. Donc, il y en a ici le P7. On va tout simplement utiliser le premier. On va utiliser le premier border. Donc, on a ici le border. On va utiliser le border 8. Je vais dire 5, soit à 5 pixels. Après, nous avons quoi? Bon, c'est normal que vous ne voyez rien, hein, ok? Parce qu'on n'a pas d'abord donné de style de bordure. Donc, on a ici le border style. Maintenant, on va dire soit en solide. C'est-à-dire solide, ça veut dire que ça va tracer un trait. Vous voyez que ça a tracé un trait. Alors, le border 8, c'est l'épaisseur de la bordure. Vous pouvez remarquer que quand on trace les bordures, on met ici 1 pixel. 1 pixel, c'est ça le border 8. On le met à 1 pixel, on met à solide, c'est-à-dire le trait, et la couleur, on met à black. OK? Par exemple, ici, on a ici border color. Border color, on peut le mettre par exemple à brown. Vous voyez que la bordure sera à couleur brown. Voilà. Alors, on a un dernier qu'on appelle le border reduce. Border reduce, ça permettra de faire quoi? Ça permettra tout simplement de gérer les bordures au fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on a envie que ça soit rond ou bien est-ce qu'on a envie que ça soit, c'est-à-dire notre bordure, on veut que ça soit comment? C'est ça le border reduce. Par exemple, vous voyez, non? Si je veux que ça soit rond, par exemple, je mets à 50%. Donc là, ça va être rond. Ah, quelqu'un était là, non? Ouais, la personne est partie. OK. Bien. Alors, vous avez vu que quand j'ai utilisé le border reduce, c'est devenu rond comme ça. Bon, ça, c'est juste un exemple, hein. Donc, c'est ça le border reduce. Par exemple, le border reduce, on peut le mettre, par exemple, à 5 pixels. Quand je le mets à 5 pixels, vous voyez que ça a un peu arrondi, un peu seulement, ça a arrondi. Je peux mettre ici le border reduce à 15 pixels. La plupart du temps, au niveau du CSS, lorsqu'on crée nos boutons, on a tendance à utiliser les border reduce et ainsi de suite. Mais par exemple, moi, je peux vous dire, bon, créez-moi un cercle. Si vous voulez créer un cercle, c'est le border reduce que vous allez utiliser, bien sûr, pour que le carré soit un cercle, etc., etc. Ça, c'était juste un petit exemple comme ça. OK? Bien. Alors, vous avez vu que, comme je l'ai dit, nous avons les 3 propriétés. Alors, le border reduce ne va pas forcément être parmi les 3 propriétés, mais bon, on l'utilise parce qu'il n'est pas obligatoirement utilisé au fait. OK? Voilà. Donc là, pour éviter de répandre tout cela comme ça, on utilise la propriété border et on met tout ce que nous voulons à l'intérieur ici seulement, les 3 éléments en question. J'espère que là, vous avez compris. Maintenant, on va bien sûr continuer avec le reste. Alors, on a ici le P8, hein, le P8. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas, comment on appelle ça? Je ne vais pas faire en sorte que ça soit sur plusieurs lignes. Je vais utiliser tout simplement le border. L'autre là, c'était juste pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, on a par exemple ici le 15 pixels. En gros, le 8, l'épaisseur, on va le mettre en 15 pixels. On va mettre ici en double. Et la couleur, je vais le mettre à blue. Je vais mettre CTRL S. Et vous voyez ce qui s'est passé. Lorsque j'ai mis ici le double, ça c'est le style, vous avez vu que ça a doublé le trait. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous avons. Après, nous avons le P9. Au niveau du P9, on va utiliser cette fois-ci du Rich. Mais pour cela, je vais essayer d'ajouter un peu le background color, hein, une petite couleur. Je vais le mettre à gray. Voilà.
Et après, je vais utiliser le border. Je vais le mettre à 5 pixels. On va utiliser le Rich. Et maintenant, la couleur, je vais utiliser Orange. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est quoi le Ridge. Regardez ce que le Ridge m'a donné. Attendez, je vais essayer d'enlever la couleur. Peut-être quand je vais enlever la couleur, vous allez voir ce que ça me donne. En gros, le Ridge, l'intérieur est un peu creuse au fait. L'intérieur, elle est un peu creuse. Donc, essayez vous-même de voir chez vous. J'ai un peu agrandi. Vous voyez que l'intérieur, elle est creuse. Voilà, donc c'est ça le Ridge. Et enfin, on va voir le dernier. Attendez, je mets CTRL Z, voilà. Donc, enfin, on va voir le dernier qui est le P10. On va voir ici le Outset border. On va mettre par exemple à 5 pixels. On va voir le Outset. Et ici, quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre la couleur green. Alors, le Outset, c'est un peu le contraire de Ridge au fait. Ça, c'est interne, ça, c'est externe. Vous voyez, non? Très bien. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire pour le moment au niveau des borders. Alors, il existe après différents, on va dire en gros, différents styles aussi. Par exemple, ça, c'est les styles de base. Dans les styles de base, nous avons d'autres styles. Je pense que vous vous rappelez hier ce que nous avons fait, les dash, les dots, les tirés, etc., etc. On peut également utiliser ça. Au niveau des bordures aussi, on peut utiliser aussi les différentes côtés de bordure. C'est-à-dire, nous avons ici les border top, les border right, border bottom, border left également. Parce que, par exemple, moi, je peux décider de diviser ma bordure en plusieurs sous-bordures encore. La bordure, elle est de 4 côtés. Je peux décider à ce que ma bordure soit de le côté gauche de ma bordure soit en dash, côté droit soit en autre chose, ainsi de suite. Donc, là aussi, c'est possible d'avoir les différentes bordures à ce niveau-là également. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des bordures, hein. On va un peu continuer sur ça. Donc, demain, nous verrons la responsivité ainsi que les displays et tout ça, les flexbox et tout, pour au moins qu'on puisse clôturer le cours sur le CSS. Mais quand même, durant la semaine, il faut vraiment qu'on puisse beaucoup, beaucoup travailler. Voilà, cette fois-ci, durant la semaine, je ne vais pas trop vous laisser tranquille, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps et qu'on n'aura pas le temps de voir ensemble, mais qu'on doit voir au niveau des TP. Donc, j'espère que c'est bon. Dites-moi, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que c'est bon? Très bien, ok, c'est bien. Maintenant, on va essayer de continuer un peu avec les bordures. Donc, je pense que vous avez compris le côté principal des bordures. Maintenant, on va essayer encore de créer autre chose. Toujours au niveau toujours ici au niveau des paragraphes. Je pense que je vais tout simplement copier-coller, hein. Copier-coller et puis changer juste. Voilà. Je vais juste copier-coller. Et puis juste changer les numéros des paragraphes, c'est tout. Au lieu de P1, donc on va mettre ici P11, P12.
Donc, je vais mettre ça ici à P13, P14, P15, P16. Et voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va utiliser ça comme ça. Pour le moment, est-ce que je ne vais pas essayer de mettre tout ceci là en commentaire? Voilà. Alors, j'ai mis tout en commentaire en bon, parce qu'il y a des choses que je vais utiliser ici. Donc, j'ai préféré mettre ça tout en commentaire. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par styliser un peu notre paragraphe, c'est-à-dire le P. Ici, on a déjà commencé à styliser ce P-là. Je vais tout simplement ajouter un background color. Donc ici, je vais mettre ici background color. Je vais mettre ça. Voilà. En gros, j'ai donné la couleur à quoi à mes paragraphes. Donc, je pense que les paragraphes, ça commence de P11 jusqu'à P16. Très bien. Alors, on va commencer d'abord par le P11. On va appeler ici le P11. Et une fois que le P11 va venir, on va utiliser le border width. Alors, comme je vous l'ai dit, le border width également a 4 propriétés. Le border width a le left, le right, le bottom et le top. OK? Donc là, on a ici border width. Voilà, border width. On va utiliser 1 pixel par exemple. On va utiliser ça, c'est le border width, ça c'est le top. 2 pixels, ça c'est le right. 3 pixels par exemple, ça c'est le left. Et 4 pixels par exemple, ça c'est le bottom. Vous voyez, non? Voilà. Donc, après, nous avons le border style. Alors, le border style, c'est le fait de donner du style à notre border. Donc, au niveau du border style, comme je vous l'ai dit, nous avons par exemple le dashed. On a le solid. On peut donner encore du dashed. Alors, quand je dis du dash, du solide, et ainsi de suite, qu'est-ce que je veux dire? Les bordures ont 4 côtés, gauche, droite, en haut et en bas. Donc, c'est ce que nous sommes en train de donner comme ça. Je vais encore donner, par exemple, je vais donner cette fois-ci du dot et après du double. Très bien. Bien. Je ne sais pas si vous comprenez et si vous voyez, si ça a donné la même chose chez vous. Alors maintenant, on va voir. On a ici le dash. Le dash, c'est quoi? C'est tirer. Et le tirer, c'est où? Ici, c'est en haut. Donc, en gros, ici, cette partie-là, c'est le top. On a le solide. Le solide, c'est la partie droite. On a le dot. Le dot, c'est le bottom. En gros, le troisième ici, c'est le bottom en bas. Et le double, c'est le left à gauche. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons le top, le top right, bottom et left. J'espère que là, tout le monde a compris un peu. Bien. Donc, on peut donner également les couleurs. En gros, les border color. Alors, border color, je vais essayer de donner, par exemple, CO4, par exemple. Ça, c'est la couleur rouge comme ça. Hein. Donc, ça, c'est la partie
ça donne, lorsque je mets une seule fois, ça colore tout le monde. Mais si j'ai envie d'avoir plusieurs couleurs, je peux par exemple ici utiliser le orange. J'enregistre, vous voyez que ici, ça va changer. Je vais mettre ici le green. Vous voyez, non? Et je vais essayer ici le blue. Et voilà. Vous voyez? Bon, en haut ici, peut-être vous ne voyez pas très bien parce que c'est un peu trop petit. Oui. Attendez. Voilà. Par exemple, je vais mettre ici à 5 pixels. Et voilà, pour que ça soit bien visible. OK. Donc là, je l'ai mis à 5 pixels pour que ça soit plus joli. Sinon, c'est trop plus joli, plus visible. Sinon, c'est trop petit. Je vais mettre tout le monde à 5 pixels. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, on a les couleurs qui sont vraiment distinctes, non? Voilà. Donc, on a ici le blue. Le blue, c'est le double qui est devenu blue. On a le green. Le green, c'est le bottom qui est devenu green, c'est-à-dire le dot. Le orange qui est là, c'est le côté solide, en gros le côté droit. Et maintenant, le rouge, c'est le haut qui est devenu rouge. J'espère que là, vous avez compris pour le premier. Maintenant, on va essayer de voir pour le deuxième. On va essayer de voir pour le deuxième. En gros, le P12. Alors, au niveau du P12, au fait, c'est la même chose presque quoi. C'est juste qu'on va essayer de mettre un peu plus de différence en faisant quoi? Je vais copier cette partie-là pour éviter de réécrire encore. Je colle. Et là, bon, les 5, 5, c'est bon. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit, j'ajoute du double ainsi que du dot. Je vais pas ajouter le double et puis le dot, sinon ça va faire la même chose. Je vais juste essayer de donner ces deux-là et je vais utiliser une seule couleur pour tout le monde. Et voilà. Alors, quand je donne une seule couleur pour tout le monde, vous voyez que là, c'est juste une seule couleur. Et tout le monde a pris la même couleur. Mais vous pouvez remarquer que nous avons le dash. Le dash, c'est tirer, hein. Nous avons le tirer en top et en bottom. Et nous avons le solide en right et en left. Alors que j'ai juste mis les deux ici. Donc, c'est comme ça que ça se comporte. Et par exemple, on va prendre le P13. Alors, je suis vraiment en train de vous montrer les différentes manières de le faire, mais la manière la plus simple de faire tout ça là, c'est d'utiliser juste un seul au fait, quoi. Ça nous facilite la tâche, mais bon, comme on est là pour apprendre, on apprend à décortiquer un à un. Alors, on a également les borders left, right, bottom, etc., ce qu'on n'a pas encore utilisé. Ici, je vais utiliser le border top. Vous voyez que lorsque vous écrivez directement, ça fait pour vous. Donc, par exemple, je vais le mettre à 1 pixel. Je vais le mettre à dashed. Et la couleur, je vais donner red. OK. Vous voyez que ça a pris, mais c'est trop petit. Je vais le mettre à 5 pixels, c'est plus grand. Voilà. Alors, après, on vient de travailler sur du border top. En fait, vous pouvez remarquer que tout ce que moi je viens de faire pour le 11 et puis le 12, en gros, j'ai mis tout ensemble.
mais ici, c'est plus décortiqué. Donc, si vous n'arrivez pas à vous retrouver avec ce qu'on vient de faire, vous pouvez prendre ce que je suis en train de faire comme ça, parce que là, c'est vrai que ça va me demander d'écrire encore plus de lignes de code, bien sûr, mais quand même, c'est plus décortiqué. On a ici le border right. Au niveau du border right, par exemple, toujours 5 pixels. 5 pixels tout simplement parce que c'est trop petit ce qu'on a ici, donc c'est pour agrandir. Et là, la couleur, quelle couleur je vais prendre? La couleur violette. Et voilà. Alors, nous avons le border bottom cette fois-ci. Le border bottom, c'est en bas. Alors, le border bottom, on a 5 pixels. On a le dot. Voilà, on a le dot. Et là, je prends le bout. Et voilà. Après, on peut utiliser de l'autre côté le border left. Euh, 5 pixels. Double. Green. Et voilà. Et donc, je pense que là, vous avez bien compris vraiment. Donc là, je pense que là, alors, il faut savoir qu'il existe encore d'autres choses, hein. Mais bon, je pense que pour le moment, nous, on peut essayer de s'arrêter là. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de faire pour les autres encore. OK? Bien, parce qu'on peut utiliser également le border left width, le border left style, le border left color. Par exemple, au lieu de mettre juste le border top, on peut mettre le border left, le border left width, le border left right, ainsi de suite. Ça aussi, c'est possible. OK? Bien. Maintenant, on va essayer de mettre l'opacité au niveau de ce qu'on vient de faire. Vous vous rappelez ce qu'on a fait au niveau du premier opacity et tout ça? On peut mettre la même chose. Par exemple, ici, moi, je vais ajouter de l'opacité. Et là, je vais mettre ici opacity. Opacity, je vais mettre par exemple à 0.5. Lorsque je mets opacity 0.5, vous voyez ce que ça a fait. Directement, mon box qui est là, ça a un peu fait transparaître le box qui est à ce niveau-là. Bien. Donc, j'espère vraiment que vous avez tous compris. Ces parties-là. Dites-moi, il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions avant qu'on arrête pour aujourd'hui et qu'on puisse reprendre, Inch'Allah, demain? Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que tout le monde a compris c'est quoi les bordures, comment on peut utiliser également les bordures. Alors, il faut savoir qu'au niveau du HTML, CSS, on aura besoin de créer des bordures. On aura besoin d'utiliser les bordures. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va, il n'y a pas de questions? OK. Ça, c'est bien. Alors, donc, comme je l'ai dit, demain, nous allons essayer de finaliser, de boucler un peu la partie CSS. Mais durant toute la semaine, on va vraiment avoir à beaucoup travailler. Mais également, vous devrez aller sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà 3 séries de vidéos de plus d'1 heure de temps, je pense même 2 heures de temps que j'ai faites au niveau avec le CSS où vraiment il y a beaucoup de choses là-bas aussi que nous n'allons peut-être pas avoir l'occasion de faire ensemble, mais que vous pouvez aller voir aussi. OK?
Donc, durant la semaine, on aura à faire des TP, à créer des choses et tout ça. Donc là, sachez que déjà, lorsqu'on va terminer le CSS, on aura la compétence de pouvoir commencer à créer des sites. Voilà. Avec le HTML et le CSS, c'est ce qu'on appelle site web statique. Voilà, donc on va apprendre et je vais vous donner après des challenges. Mais cette fois-ci, surtout après cette semaine-là, les challenges que je vais vous donner, c'est des challenges de création de sites de A à Z. Donc, ce serait vraiment quelque chose de plus sérieux, plus intéressant au fait. Avant qu'on ne commence à avoir du JavaScript, il faut qu'on puisse maîtriser ces données-là au fait. Alors, j'aimerais également vous dire que pour le Git et le GitHub, déjà, j'ai fait un tuto là-dessus, mais quand même, normalement, on va pouvoir voir ça un peu ensemble également. Bien. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions ou bien on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, à demain pour continuer avec le CSS. Ok, merci beaucoup. Donc, on se dit à demain. Le replay, tout comme toujours, ce sera sur la chaîne YouTube et après, je vais vous envoyer le lien. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir participé au webinaire et on se dit, Inch'Allah, à demain, même heure. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci bien. Bye.